J'ai quitté ma vie parisienne de 12 ans de management commercial dans des startups, digitales, etc. pour arriver à Nantes en janvier 2020. Petit teasing, mais on voit où je veux en venir. Je me suis dit un jour, te mets aucune barrière, que ce soit financière, de lieu, enfin rien. Zéro barrière, qu'est-ce que tu rêverais de faire? Et j'ai mis en place effectivement des événements, vraiment sur mon cœur de cible. Des événements qui mixaient un cours de sport, un moment de convivialité, dans un lieu stylé. L'ouverture, là, a un budget de 300 000 €. Donc j'aurais pu vraiment abandonner très souvent, et j'ai failli le faire d'ailleurs. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle mini-série du board, une mini-série hors les murs. J'ai quitté mon pyjama, j'ai quitté mon salon, mon chat, mes birks fourrés pour venir te voir à travers la ville, Marion, dans ta salle de sport, dans ton studio de sport, café, cantine, que tu as ouvert complètement solo, toute seule, de freelance, enfin même j'allais dire de salarié à freelance, à solopreneur qui ouvre une salle de sport toute neuve à Nantes, toute seule, en levant des fonds et tout. Tu viens de nous raconter ton parcours incroyable et je suis trop contente d'être dans ta salle pour que tu nous racontes tout ça. Comment ça va, Marion? Eh ben ça va, salut Flavie, bienvenue. Moi je suis assez émue aussi de t'accueillir là, parce que d'habitude on fait plutôt des burpees, des squats et un peu de boxe. Et là, il y a des lumières, il y a des micros, voilà, c'est assez rigolo. Trop bien. Écoute, en tout cas, je voulais montrer avec cet épisode qu'on peut tout faire en solo. Enfin, moi, c'est ma conviction profonde. Alors évidemment, on n'est jamais complètement seul. Tu vas nous raconter comment tu as fait pour t'entourer, pour lever des fonds, etc. Mais on peut faire aussi des métiers de la vraie vie complètement solopreneur et pas que des trucs de geek ou de freelance ou de business en ligne. Donc, je suis hyper contente. Donc, restez avec nous si vous voulez ouvrir un vrai truc dans la vraie vie, comme par exemple un lieu, un café, un coworking, une salle de sport. Et on va vous emmener d'épisode en épisode. On va commencer par tes débuts, Marion, parce que je me rappelle, j'ai mis un petit témoignage de toi dans mon livre Salarié diversifié pour, comment dire ça poliment, pour dire que tu n'avais pas forcément eu la meilleure idée du monde quand tu avais commencé. Est-ce que tu peux nous rembobiner un peu le film et nous montrer quand est-ce que tu as eu l'idée de créer ta salle de sport et quelle a été ta première réaction? Ouais, bien sûr. En fait, c'est vrai qu'il y a eu 2 grandes étapes. La première, c'est que déjà, j'ai quitté ma vie parisienne de 12 ans de management commercial dans des startups, digitales, etc. pour arriver à Nantes en janvier 2020. Petit teasing, mais on voit où je veux en venir. Deuxième partie, c'est que je connaissais pas Flavie Prévost à l'époque. Et du coup, je connaissais pas le programme salarié diversifié. Et non, plus sans déconner, j'ai pas commencé mon projet en étant salarié. J'ai vraiment fait mon boulot dans ma boîte jusqu'au bout. Et ensuite, j'ai lancé mon projet donc en janvier 2020. Tu as démissionné? À Nantes. Tu as démissionné pour le J'ai lancer? réussi à négocier une rupture Ok, conventionnelle. rupture conventionnelle quand même. Donc, tu n'es pas Oui. parti complètement à poil, mais Non. bon, tu es quand même parti, tu n'avais pas lancé en parallèle. J'avais rien lancé, si ce n'est quelques interviews quand même avant de partir, parce que l'idée me trottait dans la tête avec des gens qui avaient monté des concepts un petit peu similaires qui m'inspiraient beaucoup à Paris. Par exemple, la Montgolfière, dans le 10e. Et donc, j'avais rencontré un des cofondateurs, j'avais discuté avec lui. Donc déjà, voilà, je pensais, ça commençait à germer dans ma tête. En revanche, j'avais rien initié réellement. Et effectivement, ça, c'est quand même un vrai bon tips. J'ai réussi à partir de la boîte dans laquelle je bossais en confiance. Et je pense que c'est, je dirais, le premier conseil à donner, c'est que c'est toujours plus facile, je pense, de se lancer quand on est en pleine confiance. On a le soutien de sa boîte, là, en l'occurrence, le soutien de ma boîte. Ils m'ont accordé la rupture conventionnelle, donc je partais de façon plutôt confortable et en confiance. Voilà. Ok. Donc ça, c'est cool. C'est vrai que je pense que parfois, les gens veulent partir en catimini, mais quand tu dis que tu te lances pour entreprendre, et freelance, c'est ça aussi, c'est pour entreprendre, ça se passe mieux. Moi, je me rappelle avec mon ex-dirigeant, PDG, je lui avais dit, voilà, moi, ça m'arrangerait d'avoir la rupture conventionnelle parce que je me lance à l'aventure. Je vais être entrepreneur, je vais devoir trouver mes clients avec les dents, etc. Et je pense que ça avait joué en ma faveur. Bon, je pense que tu as raison, les gens, peut-être, n'en profitent pas assez ou racontent pas leur projet d'après. Et il y a plein de gens qui se rêvent entrepreneurs, donc peut-être qu'ils vont un peu parrainer le truc en te filant ta rupture conventionnelle. Ok. Bon, bref, 2020, ça me rappelle quelque chose? Ouais, après, il y a eu quelques alias, tu vois, que j'avais pas trop prévu. J'arrive en janvier, on s'installe et puis 2 mois après, on était confinés. Ok. Donc gros frein dans le projet. J'avais tout à faire, comme je te le disais, j'avais rien démarré. En gros, reconversion, nouvelle ville que je connaissais pas, Nantes. En tout cas, pas assez pour me dire que je me lançais un peu les yeux fermés. Nouveau secteur, parce que moi j'ai été en management commercial dans le digital, dans la tech, mais pas du tout dans le sport. Voilà, c'était vraiment une passion, ça a toujours été une passion. J'ai toujours, en gros, d'où m'est venue l'idée, c'est que j'ai toujours voulu monter quelque chose. Après, il y a forcément un bon timing. Encore une fois, là, c'était pour moi le
les planètes commençaient à s'aligner. Et dans quoi se lancer? En gros, je me suis dit un jour: «Te mets aucune barrière, que ce soit financière, de lieu, enfin rien, 0 barrière. Qu'est-ce que tu rêverais de faire?» Et il y a le fait d'être quand même en lien avec des clients. La partie commerce, ça a toujours été quelque chose qui est un moteur pour moi. Le sport, évidemment, ma grande passion. Et le troisième point, c'était les lieux. J'adore les lieux. Et donc, en fait, les 3 bout à bout, ça m'a effectivement donné l'idée de créer ce lieu-là. Et donc janvier 2020. Bon là, j'imagine que du coup, tu te dis pas, en plus, tu te dis pas: «Bah, tu pouvais rien visiter, tu pouvais pas visiter le lieu et cetera». Tu avais de l'argent à l'époque pour acheter ta salle de sport ou Non, effectivement, tout était fermé. Moi, j'avais, pas d'argent, pas de fonds, si ce n'est encore une fois, heureusement le chômage qui me permettait de me financer en partie. OK. Mais évidemment, avec le covid, les choses ont pris beaucoup plus de temps. Donc j'ai quand même pu visiter entre 2 D'accord. confinements, des lieux. Mais dès que je visitais un lieu et que les choses avançaient, donc j'ai fait mon étude de marché, j'ai rencontré beaucoup de monde. Ça, c'est un vrai point, c'est de se créer un réseau. L'avantage du covid et du confinement, c'est que les gens et puis de Nantes aussi, c'est que les gens sont hyper ouverts, à mettre en relation. D'ailleurs, nous, on a été mis en relation, voilà, entre connaissances, en commun et donc défricher le marché, rencontrer un maximum de monde, essayer d'aller voir, des réseaux, des écosystèmes, qui étaient pas forcément adaptés. Typiquement des incubateurs, des accélérateurs. Mmh. Quand j'allais les voir, on me disait: «Bah, c'est quoi ta techno? C'est quoi ta plateforme?» Tu pas tech J'étais pas tech, donc effectivement, je pouvais pas avoir d'accompagnement. Ouais. En revanche, ça m'a créé mon réseau et les gens me mettaient volontiers en relation avec d'autres personnes et mis bout à bout, en fait, ça m'a créé mon réseau, d'abord et ensuite le confinement et les aléas, un petit bébé, le projet arrêté, parce qu'au bout du 3e confinement, tout gelé et cetera. Ouais. Ça a mis plus de temps et donc à un moment, il a fallu que j'anticipe, la fin de mon chômage, quand je suis repartie sur ce projet-là en 2022, après avoir quitté, une boîte, qui était chouette, OK. mais pour me relancer sur mon projet, quoi. Alors bon, covid, tu peux pas trouver de lieu. Tu fais du réseau, mais le réseau, ça paye pas le loyer. Donc en fait, c'est chiant. Tu arrives au bout du Pôle emploi. C'est quoi ta réaction à ce moment-là? Qu'est-ce que tu fais pour, financer ton projet? Ce que je fais, c'est que je me dis: «Il faut que sur ma semaine, j'alloue, un maximum de temps à mon projet parce que c'est ce qui m'anime. En revanche, il faut que j'arrive à le financer». Donc j'essaye de faire l'exercice à l'envers. Combien est-ce qu'il me faut pour me financer? OK. J'anticipe le fait que, trouver des clients, ça met du temps. Donc je démarre mon activité de freelance 9 mois avant la fin de mes droits au chômage. Ce qui fait que ça m'a, permis de trouver, des missions qui complètent, mes fines allocations au chômage qui Ouais. commençaient à être de plus en plus fines. Et en gros, j'allouais, voilà, j'ai fait le travail, à l'inverse. Sur les 5 jours, de la semaine, j'en ai alloué 3, donc la majeure partie à mon projet, 2 à du freelancing. OK. Sur ces 2 journées, il fallait que je fasse, le taf pour avoir 2 000 € net chaque OK. mois. C'était vraiment mon objectif D'accord. et du coup, il fallait que je trouve les missions, les plus rémunératrices en le moins de temps. OK. Et tu as fait quoi du coup, tu te rappelles? Je suis allée, vers, plutôt des plateformes. En fait, je suis allée sur ce que je savais faire déjà. Mmh. C'était vraiment, être Ton dans ma métier zone de d'avant. confort et mettre, à profit mon expertise. Donc j'ai fait, des missions en sales et au lieu d'être sur des missions qui prennent pas mal de charge mentale, et qui prennent du temps pour, avoir une rémunération, assez importante, je suis allée vraiment droit au but et donc j'ai fait plutôt du coaching via des plateformes qui me trouvaient les missions. Donc certes, elles prenaient une commission, mais au moins j'avais pas toute la prospection à faire. Consulting à l'heure, quoi, Exactement. comme ça? OK. Trop bien. Bah, moi, j'aime bien, ton discours aussi parce qu'on est là, ouais, faut faire du freelancing passion et tout. Moi, j'ai pas fait du freelancing passion. Moi, j'ai fait du freelancing pour me payer le board et toi, tu as fait du freelancing pour te payer ta salle de sport. Exactement. Donc je pense qu'il faut être aussi open à ça et moi, mon expertise d'avant, elle me passionnait pas de ouf, mais je l'ai fait parce que c'était rentable, donc trop intéressant. Alors quel serait ton conseil à ce stade en mode, voilà, freelance, en side pour payer ta salle de sport et cetera? Qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux gens qui vont se lancer dans le truc et qui vont devoir aussi défricher leur marché et commencer par un premier petit pas, en fait, pour lancer leur projet? Je pense qu'il faut se faire un plan à 6 mois, où, justement c'est où est-ce que j'en suis de mon projet? Est-ce qu'il faut que je négocie? Est-ce que je suis encore Mmh. en poste ou pas? Est-ce qu'il faut que je négocie avec mon employeur et quel angle, il faut que j'aille, j'ai pour essayer de négocier, pour partir en confiance avec, une rupture conventionnelle. Mmh. Du coup, pour pouvoir financer son projet et si c'est pas le cas ou si c'est compliqué, quelle est la stratégie? Quelles sont les missions que je vais chercher pour, réussir à me lancer dans, les meilleures conditions au démarrage pour financer le projet, en side, quoi.
Trop bien. Bon, si vous êtes dans ce cas-là, on a plein d'épisodes sur le TJM, le démarrage en freelance et tout ça. Écoutez-les et comme ça, vous retrouverez comme Marion avec du beurre dans les épinards et de quoi amorcer les autres étapes du projet. Alors Marion, t'as pas fait que ça avant de te lancer, avant d'ouvrir ta salle. Tu as fait aussi un autre truc super intéressant et que je conseillerais à toutes les personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat de faire. C'est que tu as réussi à créer une communauté autour de ton projet avant même qu'il existe. Et on va en parler dans l'épisode suivant parce que ça, c'est très très clé pour votre succès en tant que solopreneur. Alors Marion, moi un truc que j'admire énormément dans ton parcours, tu en as parlé un peu dans l'épisode 1, tu disais: «Je me suis beaucoup entourée, j'ai beaucoup pris conseil et cetera». J'ai l'impression que tu as créé une vraie communauté autour de ton projet alors que pourtant ta salle de sport, elle n'existait pas. Il y avait pas de nom, il y avait pas de lieu. Comment on fait ça et pourquoi tu as fait ça? Parce que ça paraît un peu contre-intuitif, presque ça paraît pour certains une perte de temps par rapport à trouver une salle vite, l'ouvrir et la rentabiliser. Ouais, comme je te disais un peu dans l'épisode 1, je suis partie de 0 vraiment. Du coup, j'ai évidemment, donc je te disais, cherché à me financer, mais au-delà de ça, partir de 0, ouvrir une salle de sport, si tu as pas de clients, bah, c'est compliqué. Si ton En plus, c'est pas une salle de sport, classique. En gros, je partais vraiment sur un concept qui allait, mixer du sport, de la convivialité et un lieu un peu sympa qui change des salles de sport traditionnelles. OK. C'est des choses qui commençaient à arriver à Paris, comme je te disais, je m'inspire, pas mal de choses que je peux voir. Mais est-ce qu'à Nantes, déjà, ça va fonctionner? Est-ce que les gens ont envie de ça, ont besoin de ça? Et est-ce que les gens seraient prêts, au-delà de dire que c'est chouette, à venir vraiment? Ouais, parce que dans ton échiquier concurrentiel, en gros, c'est plus premium, donc c'est plus cher. Tu as moins de monde, tu as moins de capacité. Là, on est dans ta salle, ton unique studio, donc c'est magnifique, mais c'est vrai que du coup, c'est pas facile à positionner sur un marché de salle de sport qui va être plus au volume, qui marche sur, je sais pas, des abonnés en masse. Et on peut se sentir tout petit quand on est solopreneur de concurrencer, genre Basic Fit, quoi. Exactement, il y a des mastodontes sur le marché, donc voilà. C'était effectivement, l'idée. En fait, ça m'est venu aussi parce que, justement, à force, moi je viens du digital et à force de côtoyer aussi, bah, des écosystèmes, digitaux, on parle beaucoup de MVP, de test and learn, de voilà, de tester son marché. C'est plus facile quand tu lances une app ou un site de faire une version un peu dégradée pour voir comment ça prend. C'est plus difficile quand tu as un lieu, c'est ce qu'on me demandait et je disais: «Bah, je sais pas, je vais pas ouvrir un lieu, dégradé. Le jour où j'ouvre mon lieu, c'est qu'il est nickel». Donc j'ai essayé de m'inspirer un peu du digital et ce que je faisais avant, et effectivement l'idée c'était vraiment de, d'avoir le moins d'investissement, possible. Créer un lieu, c'est beaucoup d'investissement, on en reparlera plus tard. Donc là, c'est comment est-ce que je commence à créer ma communauté, à tester mon produit, mon service, auprès de cette communauté, à valider le fait que ça puisse intéresser et prendre, avec le moindre investissement possible et en fait, c'est ce que j'ai fait, c'est j'ai mis en place effectivement des événements, vraiment sur mon cœur de cible, des événements qui mixaient un cours de sport, un moment de convivialité, dans un lieu stylé et en fait, à Nantes, il y en a plein des lieux stylés. Mais c'est trop bien. En fait, j'allais dire, tu as pris l'esprit de ton futur lieu pour le mettre dans d'autres lieux. Mais moi, ça a marché. J'avais participé à un de tes ateliers. C'était, tu te rappelles, préparation au surf Ouais. avec une pompier qui nous avait fait un cours de burpees et tout. Moi, j'ai cru mourir de courbatures, de yoga. Ouais, Préparation adapté physique. au surf. Dans un lieu trop stylé, avec un bateau, on avait fait une réunion pour apprendre à lire les marées, les spots de surf et tout, et des Yogi. pizzas et des bières. Tu avais fait un truc de yogi, un peu Petit déj et et toast naturopathe pour le petit déjeuner idéal. de surfeur. Voilà, cours de boxe en fin de journée, pour les moins matinaux, suivi C'est d'un pour les petit apéro. start-upers, ça, qui n'ont pas eu de levée de fonds, c'est ça? Ah, c'est ça, Ou pause tu as fait ça au défoulée. Palace? Ouais, pause défoulée et ensuite, petit apéro, entre nous. Donc voilà, tester vraiment les formats, les horaires et c'était aussi un moyen, encore une fois, de créer mon réseau, de me faire mon réseau de coach à qui, du coup, avec qui j'ai commencé à travailler comme ça et qui aujourd'hui, m'accompagne dans mon projet. Et aujourd'hui, tu dirais que parmi les gens qui ont fréquenté ces ateliers, ces communautés et les coachs que tu as sollicités, il y a combien de pourcentage qui revient aujourd'hui chez Bolder, ton studio? Sincèrement, tu as, sur les coachs, tous ceux avec qui j'ai bossé avant, bossent ici maintenant. OK. Donc ça, c'est génial, je suis trop contente. Sur les clients, je dirais que tu as, plus de la majorité. La difficulté et on en reparlera, mais d'une salle de sport, c'est qu'il faut là où elle est implantée, OK. enfin, il faut que tu fasses du sport là, tu fais du sport là, vers là où Ouais. tu vis ou vers là où tu bosses, donc potentiellement, c'est des gens qui sont pas, là où je me suis implantée aujourd'hui, mais c'est des gens qui me suivent encore et que je suis contente de revoir. Je suis trop contente. Et les événements, je pense que c'est complètement sous-coté. On parle beaucoup de produits digitaux dans la sphère entrepreneuriale, soloprenariale. Et en fait, faire un événement, que ce soit des webinaires en ligne,
des séjours de co-living comme on avait fait. Que j'allais dire, Ta fois ça a freelance. fonctionné, mais Voilà, on avait fait ce séjour ensemble entre freelance et solopreneur. Alors, toi, ça peut pas forcément être des clients de ta salle parce qu'une partie était pas de Nantes, mais ceux de Nantes, ils viennent dans ta salle aujourd'hui. oui, mais c'est surtout que j'ai testé un format et je vais t'en reparler, mais c'est un format qu'aujourd'hui je suis très à l'aise de proposer en B2B. En décembre, en fin d'année, pour un startup studio nantais, j'ai organisé un séminaire assez similaire à ce qu'on avait fait. Un séjour pour eux, pour co-construire, co-créer, faire un bilan de l'année et co-construire. Voilà, à Pornichet, ils ont réussi à surfer en plein mois de novembre à Pornichet et ensuite ils étaient dans une chouette maison vraiment sur la mer. Donc voilà, c'est quand même des modèles que j'ai testés pour ensuite pouvoir les déployer, que ce soit au studio ou hors les murs sur une offre B2B. Et voilà, on en a parlé ensemble. Quand tu as fait ça, tu as collecté des emails aussi qui vont être importants après dans ton parcours client pour réactiver. On parle souvent des funnels de vente de solopreneurs, mais pour une salle de sport, c'est exactement la même chose. Moi, j'ai pu te filer un petit peu de main sur ça. C'était fou de voir les similarités entre les deux projets. Ok, bah écoute, trop bien. Donc, lancer des communautés, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à ceux qui vont se lancer, qui n'ont pas encore leur lieu, qui voudraient faire cet esprit de communauté? Ce serait quoi le défi pour eux à ce stade? Bah, le défi, assez simplement, ce que j'imagine, c'est soit, si ce n'est pas déjà fait, créer votre marque, clairement. Allez-y maintenant. Une petite page Insta, ça prend pas beaucoup de temps, quelques visuels. Essayez déjà de fédérer une communauté autour de votre projet, teaser un petit peu autour de tout ça. Et si vous vous sentez, je pense que c'est assez facile à faire, organiser un événement, potentiellement même un événement gratuit ou voilà, c'est même pas juste, c'est vraiment juste pour fédérer autour du projet et effectivement commencer à créer une communauté qui vous suivra au lancement ensuite et vous serez trop content de les avoir. Hyper intéressant. Bah, écoute, on met aussi dans la newsletter du board, n'hésitez pas à vous abonner, toutes les ressources de Marion, parce que toi, tu as fabriqué tout ça un peu homemade, parce qu'il y a personne qui documentait son parcours comme toi d'ouverture de salle de sport toute seule, donc on te remercie. Et du coup, on va vous mettre un petit template aussi qu'on a utilisé, nous, pour organiser des événements, et toi aussi pour organiser tes événements, simplement copier-coller, ça vous aidera aussi dans l'orga. Trop bien. Eh ben, je pense qu'on est chaud maintenant pour parler un peu de pognon. Donc, j'aimerais bien savoir comment tu as financé ton projet. Au-delà du salaire que tu t'es versé pour compléter Pôle emploi, combien ça coûte d'ouvrir une salle de sport? Combien tu as dû lever de fonds? Qu'est-ce qui s'est passé avec les banquiers? Comment ça se passe quand on est solopreneur vis-à-vis de tout ça? On va tout savoir dans l'épisode suivant. Le nerf de la guerre, c'est financer son projet. Parce que toi, t'es une ouf, t'es pas devenu solopreneur du digital où c'est bon, t'as ton Mac, t'ouvres un système.io et tu lances un produit digital. Non, t'as choisi un truc avec genre du béton, faut acheter ta verrière, faut acheter tout un tas de matos de sport, tu vas nous raconter. Combien ça coûte? Qu'est-ce qu'il faut prévoir? Comment t'as fait pour le financer? Moi, je veux tout savoir parce que moi, c'est ça qui m'a épatée, quoi. Je veux dire, quand tu ouvres la porte de bol d'air et que tu te dis, bah, tout ça, ça a été construit par toi, financé, autofinancé. Enfin voilà, j'aimerais bien que tu nous expliques un peu, que tu nous amènes avec toi dans les coulisses. Eh ben, avec plaisir. C'est vrai que c'est pas le plus simple, hein, pas se mentir. Vraiment, il y a eu tellement d'étapes. Je vais essayer d'être concise, mais globalement, l'ouverture, là, a un budget de 300 000 €. Ok. Et il y a des moyens, on peut y arriver. Et encore une fois, je vais beaucoup le dire, mais il y a 2 sujets. Vraiment essayer de s'entourer au max. Ça va avec y croire jusqu'au bout, ça c'est pareil, c'est un leitmotiv. Le nombre déjà avec le Covid, tout ce que je vous ai raconté, ça a mis 4 ans à sortir de terre, donc j'aurais pu vraiment abandonner très souvent et j'ai failli le faire d'ailleurs. Et donc voilà, bien s'entourer, ne rien lâcher et encore une fois, la communauté. Comment est-ce que j'ai financé? En gros, sur ces 300 000 €, une très grosse majorité évidemment, je suis allée chercher en bancaire. Ok. Mais bon, à une période où c'était pas si simple d'emprunter, fin 2023 quand tu vas voir les banques, il y a la crise, il y a l'Ukraine, il y a plein de sujets, il y a la fin des prêts garantis par l'État. Ah oui. Donc il y a beaucoup de business et de commerces qui ferment et moi j'arrive avec mon grand smile et ma presse et je viens chercher pas mal d'argent. Pour la petite histoire, la première personne que je suis allée voir, c'était un courtier en me disant: «Bah tiens, lui c'est son métier, il va pouvoir m'aider, il fait ça tous les jours, quoi». Et en fait, au bout d'1 heure où je lui explique mon projet, il me dit: «Ah bah non, bah, désolé, je vais pas prendre le projet, il y a tous les voyants en rouge, reconversion, nouveau concept, crise», voilà, bref. Donc je me suis dit encore une fois, je vais pas lâcher l'affaire. Je mets le voyant au vert pour faire un bon épisode du board, c'est pas bon signe. Ouais, du coup, je me suis dit: «Bah, je vais pas lâcher l'affaire, mais je vais le vendre moi-même ce projet-là». Et donc me voilà partie auprès des banques. Je suis allée voir 5 banques
Il y en a effectivement qui m'ont gentiment dit que c'était un super projet, mais que ça serait pas avec eux. Et j'ai le Crédit Agricole qui m'a, pour ne pas les citer, qui m'a suivi. Donc ça, c'est déjà hyper important d'avoir un conseiller qui est capable d'écouter, d'être un peu visionnaire. Donc vraiment, la relation avec sa banque est hyper importante. Et donc, il faut aller en voir. Voilà, il faut aller en voir et bien vendre son projet. Ça, il faut voilà, vraiment le présenter, le vendre, anticiper les questions. Vous allez être challengé, mais il faut voilà, anticiper un petit peu et se projeter Maintenant, il pour les regarde rassurer. equity, non? Tu lui dis: «Vas-y, je vais parler à mon banquier, roast-moi quoi», tu vois? «Donne-moi les questions qu'il va me poser», non? Ouais, c'est possible. Parce que c'est des questions de rentabilité, en fait, de risque aussi pour dérisquer le projet. Ouais, c'est ça. Mais je conseillerais d'aller voir ceux en lesquels pardon, on croit peut-être le moins au démarrage. Comme ça, au moins, on est challengé sur des questions et qu'on a ensuite, mais auxquelles on sait répondre désormais. Voilà. Et puis évidemment, s'accompagner d'un bon expert comptable pour être aidé sur tout ça. Donc le bancaire, après évidemment, il fallait donc un apport. J'avais un petit apport personnel parce que, de ma vie d'avant, j'avais mis, quand même un petit peu d'argent de côté. Donc j'ai mis, par contre, une grosse partie dedans. Donc c'est aussi Un risque. un risque, mais ça prouve, ça par exemple, les banques J'aime aident bien. qu'on soit investi dans son propre projet. Voilà, donc et moi j'y crois, donc Ouais. voilà, c'était un risque que j'ai voulu prendre et ensuite il me restait quand même une autre partie d'apport à aller chercher. Et donc là, je me suis pareil dit que j'allais, jouer un peu un esprit de communauté et donc j'ai fait 2 choses. Une première, une levée de fonds auprès de, entre guillemets «micro-investisseurs», c'est-à-dire des petits tickets. C'est-à-dire je suis pas allée voir un gros investisseur qui allait me donner tout de suite 60 000 €. Je suis allée le diviser en une quinzaine d'investisseurs. Et donc j'ai parlé de mon projet à plein de monde, encore une fois, comme je le disais, le réseau, aller voir les gens et cetera. J'en ai d'abord parlé, d'ailleurs à un acteur, nantais qui a des espaces de coworking, des Ouais, c'est ce que j'allais commerces. dire parce que attends, je vais faire une aparté sur ça, parce que moi, le réseau, ça me fait à moitié péter un câble parfois parce qu'il y a des gens, ils font du réseau qui sert à rien. Ouais. Ils vont au truc de la CCI et les mecs ont même pas ouvert leur boîte, personne n'a de pognon. Là où tu es maligne, je trouve que c'est que toi, tu as organisé tes premiers événements dans un truc de start-upper. Tu t'es entouré de start-uppers. Les start-uppers, ils ont l'habitude d'être business angel et donc d'investir. Et finalement, quelque part, mettre 3000 balles dans la salle de sport dans laquelle tu vas aller, dans ta ville et tout, je dis pas que c'est cherry on the cake pour eux, mais en fait, les mecs, ils ont mis des tickets beaucoup plus gros que ça dans des projets plus risqués dans la tech. C'est ça aussi ta force, tu vois, c'est que tu t'es entouré de gens pour qui c'était un peu le commun des mortels. Enfin, c'est pas le commun des mortels, justement. Ils avaient l'habitude d'investir, de donner des conseils immobiliers, des conseils de banque. Enfin, tu vois, Ouais, tu as choisi un entourage qui était quand même pas néophyte ou pas trop dans le sport, mais plutôt dans l'entrepreneuriat. exactement. Mmh. Pour que voilà, j'ai en face de moi des gens qui comprennent un petit peu, le risque, l'enjeu qu'il y a, autour de ça et qui adhèrent, faut toujours réussir à les convaincre, mais voilà, qui adhèrent et pour lesquels c'était un modèle effectivement, pas inconnu Et du coup, c'est marrant parce que moi, c'est la première fois que je peux dire que je suis investisseur dans un projet. Et moi, je l'ai fait parce qu'à l'époque, je commençais déjà à me questionner sur le capital versus le travail. Donc, je me suis dit, bah, en fait, c'est con, je travaille, j'ai du TJM, je fais du chiffre d'affaires, mais je ne place pas mon capital dans d'autres projets. Et donc, c'est à partir de là, toi, tu as été un de mes premiers tickets d'investissement petit, 3 000 €. C'est quoi sur une année à 100 000 ou 150 000 €, tu vois, c'est pas grand-chose. Mais du coup, comme j'en parle souvent aussi, capital travail, ça peut être pas mal de commencer à mettre un petit peu des billes quand tu es freelance ou solopreneur dans d'autres boîtes. ouais et pour moi, c'est beaucoup. Parce que justement, j'ai réussi du coup à lever, 60 000 €, OK. par cette levée de fonds et en fait, au-delà évidemment de l'apport qui était, obligatoire et qui m'a vraiment, voilà et qui a été clé pour moi, j'ai choisi ce format et donc parce qu'en fait, d'avoir 15 personnes qui ont mis quand même des billes, même si c'est entre guillemets, 3 000 €, ça Ouais. reste une somme. Heu, une quinzaine de personnes qui investit dans ton projet, c'est une quinzaine de personnes qui va parler du projet, c'est une quinzaine de personnes qui potentiellement peut emmener une, deux, trois, quatre, 5 personnes de son entourage et d'un coup, tu as, déjà 75 personnes Ah bah, qui ouais. peuvent venir, du jour au lendemain, quasiment entre guillemets «gratuitement», enfin, tu vois? Oui. Qui vraiment te sont emmenés. Donc il y a vraiment cet Mmh. esprit de communauté, et encore une fois, et comme tu le disais, j'ai cherché quand même à trouver des investisseurs qui aient un lien avec le projet. Et donc il y a, cette entreprise nantaise qui est, habituée à créer des lieux de communauté avec des start-upers exactement,
je parle d'ici lundi pour ceux qui connaissent, mais voilà, qui ont des espaces de coworking, ils ont un restaurant, un café, donc en fait, ils sont habitués à créer des communautés, à créer des lieux, donc ça m'a aidé. Dans le même état d'esprit, puis ils ont un peu fait l'apport en industrie parce qu'ils peuvent te présenter les gens avec qui ils font leurs travaux. Je sais pas, j'imagine sur la bouffe. On a dit que j'allais un peu les travaux, on va en parler justement, c'est un Ils gros. gèrent des restaurants et tout, donc ils ont pu t'aider aussi sur ça. C'est ça, et voilà, la capacité à gérer, à animer des communautés, c'est aussi avec eux qu'on a créé des événements. Donc voilà, c'était effectivement hyper pertinent. Ensuite, j'ai des coachs qui sont investisseurs. Donc ça, c'est génial. Trop bien. C'est des gens qui sont vraiment en lien et avec qui, du coup, on bosse aussi parfois les programmes sportifs, voilà, le matériel, etc. Donc ça m'aide beaucoup. Et ensuite, évidemment, des solopreneurs qui peuvent m'aider sur des funnels marketing ou voilà, d'autres sujets. Mais voilà. Donc ça, vraiment, l'investissement de départ. Pourquoi? Pour aller financer Et pas mal de choses. ça a l'air compliqué, juste, tu sais, pour un néophyte ou je sais pas, un prof de sport ou un cuisinier qui voudrait lancer son resto. T'es accompagné en fait, t'as un notaire ou un machin qui t'aide. C'est comment ça se passe? Un expert comptable, ok, t'as un sort de package, quoi. C'est En pas toi gros, qui te c'est pas débrouilles pour faire c'est acte et tout. tu fais ton business plan, tu as des coûts initiaux, tu as des travaux, donc tu fais ton total. Tu rajoutes un peu de gras parce qu'il te faut une trésorerie de départ et on en reparlera après. Ok. Voilà, tu commences par ça et ensuite c'est bon, bah ok, combien est-ce que moi je peux mettre d'apport et combien il va falloir que j'aille chercher. Voilà. Ça marche. Bon, bah écoute, est-ce qu'on est au bout? Donc là, non, 60 000, le prêt, plus ton apport, plus les invests. Et après, il y avait quoi d'autre? Et après, il y avait un crowdfunding. Et Ok. ça, c'est toujours pareil. Donc, c'est plus connu du commun des mortels. C'est accessible. En revanche, ça prend beaucoup de temps, mais c'est génial aussi parce que là, c'était un moyen. J'ai ouvert finalement en septembre 2024. Une période un peu creuse l'été pour communiquer avant l'ouverture. Et donc, je me suis dit, comment est-ce que je peux essayer de faire un peu de bruit, avoir mes premiers clients sur une période creuse d'été estivale. Et donc, je me suis lancée dans l'aventure du crowdfunding et ça a été assez dense parce que je m'y suis prise un peu tard. Mais c'est génial. J'ai plus d'une centaine de personnes qui ont pareil, finalement, investi dans ce projet-là et qui ont été mes premiers clients parce qu'en contrepartie, il y avait des. Et donc, ça t'a rapporté combien à peu près en trésor? J'avais un objectif de 6 000 € et je suis allée jusqu'à 8 600 quelque chose. D'accord, ok. Et donc, la contrepartie, t'as proposé quoi? Des séances, évidemment, pour venir, des packs de séances, des t-shirts, un peu de Ok. t-shirts et une soirée d'inauguration qui est un petit peu tardive, mais va arriver au beau jour au printemps. Ça marche. Ok, trop bien. Ben, du coup, j'allais dire ça me fait vraiment penser à la vie du solopreneur, quoi. Plusieurs sources de revenus aussi. Parce que ton projet, il va pas se lancer avec juste, tu vois, juste un apport ou juste un prêt bancaire. Trop bien. Et trop malin aussi d'avoir impliqué, trouvé des modes de financement qui permettent de trouver ses futurs clients d'après et pas juste du one shot. Alors, est-ce que tu as un défi à nous lancer sur cette partie? Peut-être pour ceux qui veulent faire justement un appel aux dons ou un financement participatif pour ouvrir leur lieu? Oui, je pense que déjà pourquoi pas créer c'est peut-être plus simple de démarrer justement par du crowdfunding, c'est assez accessible. Ok. C'est hyper intéressant pour, encore une fois, créer sa communauté de départ. Donc, et ça se travaille, ça se prépare. Il y a des Combien de photos. temps ça prend? La version light comme moi, je dirais, non, j'ai mis. En fait, ça va prendre peut-être 2-3 jours pour créer vraiment ta page, bien la chiader, faire les bonnes photos, trouver les bonnes contreparties. Ça, c'est vraiment important, hyper important. Après, c'est beaucoup d'animation. Ok. Voilà. Mais Donc, du coup, tu vois, entre le début et la fin, c'est quoi? C'est un mois? je l'ai lancé, ouais, il faut la faire pas plus d'1 mois et demi. Ok, Après, il y a un peu de l'acide. parfait. Bon, bah allez, on rajoute ça dans votre agenda surchargé de solopreneur. Liste de 5 contreparties et puis la trame de la page avec l'histoire. Faut raconter une histoire. C'est beaucoup de storytelling. Putain, mais super intéressant. Merci pour le tips. D'ailleurs, tu m'as donné l'idée parce que moi, je n'ai jamais fait de crowdfunding. Et là, je suis en train de lever des fonds avec un sponsor pour ma future émission, mon super talk show des solopreneurs et des créateurs de la francophonie. Allez, défi, clavier, créer. Et voilà, bah, je vais pas repartir à vide. Je vais pas repartir juste avec mon matcha latte de bol d'air. Je pense que je vais repartir avec une petite to-do. Bon, voilà, je vous tiendrai au courant si j'arrive à me lancer dans l'aventure. Je vous raconterai ça en public comme d'hab. Bon, bah écoute, super intéressant ce gros point sur l'argent. Je pense que maintenant, on est rassuré. On peut te contacter aussi. Abonnez-vous à la newsletter. Je vous mets aussi les contacts et un petit peu les sources de Marion pour faire tout ce plan financier. Tu m'as dit que tu me partagerais ton
ton business plan d'ailleurs de Oui. salle de sport, c'est toujours d'actualité? Ouais, Au moins les coûts, et les charges que tu avais exactement. anticipées. Toutes ces dépenses auxquelles on pense pas forcément là. Je Trop vais bien. Bah, profitez-en avant que je transforme Marion en infopreneur sur comment ouvrir sa salle de sport. Mais elle veut pas pour le moment. Elle veut se consacrer à son studio de sport. Que voulez-vous? Et je te propose qu'on parle dans l'épisode suivant d'un truc super important quand on tient un lieu physique. C'est le multi-casquetting. Alors déjà, quand on est solopreneur, c'est ouf le nombre d'activités qu'on fait. Mais là, moi, quand je passe une journée avec toi chez Boulder, j'hallucine. Tu fais des cafés, tu accueilles les gens, tu organises les plannings. Enfin, on en parle juste après de tout ce qu'il faut imaginer quand on ouvre un lieu en solo. C'est parti. Alors, le multicasquetting, un de mes trucs préférés. Je trouve que le multicasquetting digital, c'est déjà quelque chose de fatigant, charge mentale, tout ce qu'on doit faire en solopreneur. Mais toi, en plus, tu as un lieu physique à tenir. Est-ce que tu peux nous raconter peut-être les coulisses de ce qu'on n'imagine pas, de tout ce qu'il faut anticiper comme casquette à avoir? Et comment on fait pour pas finir en burn-out? Est-ce que tu t'es entouré? Est-ce que tu as recruté? Raconte-nous un peu tout ça. Ouais, c'est assez rigolo quand on préparait un peu et qu'on discutait de tout ça et même tu le vois au quotidien. J'ai essayé de lister un peu le nombre de postes que j'occupe au quotidien. En gros, dès le démarrage du projet, déjà, tu avais chef de chantier. Heureusement, j'ai eu une archi, voilà, qui m'ont accompagné. Mais sinon, chef de chantier, ensuite RH, acheteuse, commerciale, manager, barista, responsable marketing, communication, bizdev, B2B, responsable événementiel, animatrice de communauté. En gros, il y a toute la partie aussi responsable administrative et financière. Oui. En fait, il y a tout. T'es solo. Et t'as pas pris un assistant ou... En fait, alors, je te dis ça, évidemment, tu dois me dire, bah, j'avais peut-être pas la trésor au début, comment ça se passe, en fait? Tu peux prendre de l'aide directe? Tu l'avais budgété dans ton business plan ou tu t'es dit: «Je vais commencer solo?» Alors oui, je l'avais budgété directement, dans mon business plan. Pour être très franche, j'avais budgété quelqu'un qui, m'accompagne notamment sur la partie, accueil, café, barista, vraiment pour la partie service et entre parenthèses aussi, j'avais budgété le fait que je me rémunérais dès le démarrage. Il vaut mieux qui peut le plus, peut le moins. Ah Vaut oui. mieux le prévoir et ajuster, ensuite. Et là, tu t'es rémunéré ou pas? Pas encore. Pas encore? Et Tu penses je que te ça va être pour quand? Ouais, ça va être, là, courant 2025. Et donc là, tu t'es pas rémunéré et tu freelançais pas? On est d'accord? Non. Parce que tu étais à temps plein sur le lieu? Exactement. Donc, Je me suis mis en mode all-in, là où avant j'avais 2 jours de freelancing. Il y a un moment où j'ai tout arrêté pour mettre à fond et pour faire en sorte que ça avance. OK. Au final, comme tu l'as un peu entendu, ça a pris, plus de temps. Donc là, c'est vrai que, il va falloir à un moment que je puisse me rémunérer. Toutes ces casquettes-là, c'est sûr que quand on démarre, que ce soit en freelance ou quand on lance, son business, son commerce ou son lieu, on est obligé d'y passer. Et moi, je suis ravie en plus de toucher un petit peu à tout, dans l'idée que, derrière, je serai plus à l'aise pour, manager, former, exactement. Du coup, j'ai jamais bu d'aussi bon café depuis que je te connais chez Boulder. Bon, je suis contente que tu aies suivi une formation de barista. Ouais, mais en fait, je suis allée aussi vers là où enfin voilà, le café, c'est un produit que j'adore et donc pour moi, il y a 2 choses. Il y a la première qui est accepter de passer un peu par, toutes ces étapes au démarrage, anticiper quand même assez rapidement, le fait d'avoir de l'aide. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai embauché William qui est, barista et qui, m'accompagne, voilà, pour l'instant en temps partiel, mais qui me permet de me dégager des heures pendant lesquelles je vais aller démarcher des entreprises, je vais aller, voir, mes voisins, leur parler, leur raconter, le fait que Boulder a ouvert. Donc voilà, je vais vraiment, me dégager 2-3 heures par jour pour faire tout ce que je faisais avant le soir et le Parce que ça me fait vraiment trop penser au freelance qui vend son temps et qui fait pas les trucs à côté qu'il devrait faire pour trouver les clients d'après. En fait, toi, c'est pareil. Toi, tu es là de 8h à... de 8 à 18h20 avant d'aller à l'école, quoi. Ouais, c'est long quand même. Et du coup, tu as l'impression de bosser, mais en fait, tu bosses bien sûr, mais tu fais des cafés, tu accueilles les coachs, Exactement, tu c'est ne très fais pas la prospection que tu devrais. Et on s'était vu en début en mode, on va en parler dans le dernier épisode, c'est quoi le ramp-up, c'est quoi le plan pour faire venir les clients, pour vite se remettre à flot. Ouais. Et c'est intéressant de voir ce parallèle, quoi. Donc toi aussi, tu as dû investir dans la délégation et dégager du temps pour faire les trucs stratégiques. Et c'est exactement ça. C'est un vrai investissement que je fais. Aujourd'hui, encore une fois, je suis pas encore rentable, donc j'investis notamment dans William. Mais en fait, c'est soit j'arrive à développer et à utiliser ce temps pour développer rapidement et pouvoir nous payer et être rentable, soit en fait ça marchera pas parce que j'aurai pas le temps si je suis happée par l'opérationnel, j'aurai pas le temps de développer et du coup, j'arriverai pas aux objectifs. Donc voilà, c'est assez obligatoire. Et puis aussi pour la charge mentale et
pouvoir se... Puis on veut faire du sport, et puis on est les cordonniers les plus mal chaussés. Non, j'arrive encore à faire du sport 3 fois par semaine, donc ça va. Mais voilà, il faut bien s'organiser, s'entourer et pas hésiter à embaucher. Tu dirais que ce serait quoi? Alors, parce que ce que je vois aussi, c'est la tétanie de faut que je me forme surtout avant de commencer, etc. Alors, sur quoi faut se former vraiment? Qu'est-ce qui est vraiment utile et qu'est-ce qui est plutôt de l'ordre de la procrastination ou de la peur? Exactement, le troisième point, c'est ça, c'était la formation. Je pense qu'il faut, et c'est un bon exercice aussi, que de lister les choses sur lesquelles nous, on est bon. Et moi, tout ce qui m'a servi, enfin tout ce que j'ai appris dans ma vie d'avant, qui me sert aujourd'hui, de management, de gestion, de commercial, j'ai pas peur d'aller voir les gens, de leur parler, de leur raconter l'histoire de Boulder. J'adore ça. Tous les clients qui passent la porte ici, je leur fais visiter, je les mets vraiment. Ça, c'est ma passion de vendre. Et là, en plus, je vends mon propre projet, mon propre concept, donc c'est génial. Tout ça, c'était OK. En revanche, de savoir faire des cœurs dans les lattés, au démarrage, il n'y avait pas William, et il fallait bien... La promesse était un vrai coffee shop, un café de spécialité, et donc il a fallu que j'apprenne ça. Et c'était aussi une volonté que d'apprendre quelque chose de concret. Voilà, je pense que j'avais besoin de ça aussi. Et donc, j'ai sélectionné, parmi toutes les compétences et toutes les casquettes que j'allais avoir, laquelle est-ce que je ne connais pas aujourd'hui et sur laquelle il va falloir que je me forme. Et donc, je suis allée faire une formation de barista à Paris pendant 5 jours, financée par un OPCO. Quand on est freelance, on cotise tous les mois. Et donc, on a des financements. Moi, c'était via l'AGFIS. Donc ça, c'est un vrai tips qui m'a financé entièrement ma formation, qui a coûté quand même 1 750 €, donc c'est pas rien. 5 jours, mais tu avais toute la culture du café, l'histoire, jusqu'au petit cœur, effectivement, que je sais désormais à peu près faire. Voilà. Vivement que tu saches faire le B de Boulder dans tes matchs. Trop bien. Bah, écoute, merci beaucoup pour ce multicasquetting. Écoute, on est avec toi. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que dans ces moments-là, en tant que solopreneur, faut pas hésiter à faire appel aux autres. Parce que nous, on s'est bu plein de café. Moi, je viens faire du sport ici. On s'est filé des coups de main. Je t'ai forcé à aller sur LinkedIn, à poster. J'ai fait ghostwriter pour toi, trop marrant. Alors que j'ai pas du tout ce talent-là, mais c'était cool comme je connaissais ton projet. Et voilà, tout le monde peut donner un petit coup de main aux solopreneurs qui se lancent. Donc, n'hésitez pas à demander autour de vous parce que finalement, tu vois, 10 minutes de compétences d'un copywriter pour faire ton site, celui qui vient boire un café là parmi les freelances nomades qui viennent chez Boulder, c'est hyper précieux pour toi. Trop cool. Pas hésiter à demander de l'aide. Et c'est vrai que j'en ai pas parlé tellement j'oublie de le faire, mais il faut le faire, quoi. Donc, parfois, l'aide vient à vous, c'est encore mieux. Bon. C'est ça. Mais nous, on peut pas s'empêcher d'aider. Tu sais, les freelances, on est là. Alors attends, je peux t'aider sur ton truc et tout. C'est trop bien. Bon, allez, dernier épisode, on va regarder maintenant combien ça gagne. Parce que c'est bien beau de faire des projets passion, d'ouvrir sa salle de sport, mais moi, je lutte contre la précarisation des freelances, des indépendants et des solopreneurs. Donc, j'aimerais bien qu'on parle maintenant monnaie sonnante et trébuchante. Et tu nous en as un petit peu parlé tout à l'heure. Est-ce que tu peux te payer? Quel est un peu le film entre le moment où on ouvre et là, c'est à ton 5e mois d'ouverture. Donc, on va faire le bilan dans le dernier épisode. C'est parti. Alors Marion, ceci n'est pas un entretien avec ton banquier pour savoir si il a fait un bon retour sur investissement sur son prêt. On est entre amis, on est entre nous, mais dans le board, j'adore build in public, donc construire en public, partager les revenus, les gains, la marge, les coûts, pour aussi que les gens ne se lancent pas en slip, tu vois, dans l'aventure d'ouvrir un lieu comme ça et se disent après, ah bah merde, ça marche pas. Tout ça, tu l'avais anticipé, il y a une forme de, j'imagine, de saisonnalité. Tu as dit, j'ai ouvert en septembre, c'était pas le meilleur moment. Combien ça gagne? Combien t'espères gagner? À partir de quand tu vas te payer? Est-ce que tu peux nous faire un peu le récit mois par mois? Quels sont peut-être les indicateurs aussi que tu regardes? Voilà, et combien tu as dû payer de trucs au début? Enfin voilà, on veut tout savoir, un peu voyager un peu dans ton business plan pour voir comment ça pourra nous inspirer nous aussi. Oui, bien sûr. Alors déjà, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, mais sur les 300 000 € d'investissement de base, il y avait une grosse partie qui était liée aux travaux, évidemment, comme j'ai un lieu, et qui était en plus un lieu brut de béton. Brut de béton, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment rien, quoi. Il y avait juste les poutres et le béton, quoi. Donc il y avait beaucoup de travaux. Il y a évidemment un investissement de départ parce qu'il y a du matériel. J'ai pas de grosses machines, j'ai pas voulu faire de grosses machines en autonomie parce que ça, c'est le positionnement du lieu. Ok. Pour rappel, on est que sur des cours collectifs en petits groupes. Donc j'ai choisi, c'était aussi une volonté de choisir que du petit matériel. Donc j'ai T'es limité. bien corrigé par les profs et tout ça, quoi. Ouais, exactement. Tu es bien corrigé et tu as quand même du petit matériel, des poids, des kettlebells, des haltères, voilà, qui te permettent des TRX, des choses malines qui prennent pas trop de place mais qui te font bien transpirer quand même. Et des super coachs, évidemment. Et ça, faut prévoir combien? Je sais pas, moi, je regarde tes armoires, les trucs derrière moi et tout. J'ai aucune idée de combien ça coûte, tu vois. Je vois que c'est du bon matos, mais propre et neuf, mais ça coûte combien tout ça? En gros, tu as un peu de tout, mais j'ai voulu prendre du matos de qualité pour l'avoir dans la durée. Et donc,
globalement, tout ce qui est matériel, un peu de déco, parce que pareil, le lieu est un peu chiadé, etc. J'avais un budget de 25 000 € pour tout ce qui était la sono aussi. J'ai pris une enceinte voilà, assez chouette. Tout ça, globalement, 25 000 € au démarrage. Tu as à peu près 200 000 € de travaux. Ok. Donc ça, c'est pareil, les banques n'aiment pas forcément les financer, mais là, bah, voilà, ça va vite, quoi. Plus des aléas, etc. Et ensuite, tu as tous les faux frais d'experts comptables, juridiques, etc. Globalement, Tu m'avais dit un truc, attends, moi ça me fait délirer, je rebondis. Ton stop trottoir, là, le truc pour dire coucou, on est là, venez boire un café, machin, ça coûte combien ça? C'était dans les 5 ou 600 € je crois. Ok. Ouais, voilà. Non mais voilà, tous les trucs auxquels on pense pas, parce que nous on est dans le numérique, on est là, ok, je fais un post LinkedIn et puis boum, ça nous coûte du temps. Mais tu vois, c'est intéressant de voir aussi, tu es dans une autre logique, street marketing et ça, c'est des autorisations, des dépôts de marque, du design de ton espace. Donc ça, c'est vrai que ça rajoute le côté 3D, ça rajoute aussi pas mal de coûts. Clairement. Et dans les coûts, d'ailleurs, je ne l'ai pas mentionné, mais c'est hyper important. Je me suis accompagnée d'une agence créa nantaise qui s'appelle Ogaf pour vraiment me créer une identité graphique forte. Parce que, toujours pareil, c'est ça qui... En fait, quand tu crées une communauté, il faut que les gens se projettent dans ton lieu, mais aussi voilà, se sentent appartenir à une marque qu'ils aiment bien. Et donc voilà, ils ont fait un super travail et ça faisait partie aussi des dresses. Ouais, donc il n'y a pas que le hard, les gros poids, tout ça, il y a le soft aussi. Et ça, c'est intéressant dans ton approche parce que je pense que quelqu'un qui serait peut-être coach sportif à la base n'aurait pas forcément pensé à ça. Il aurait plus investi, tu vois, j'en sais rien, sur du matos ou quoi. Et toi, tu as senti aussi le côté un peu soft power derrière de créer une marque en fait qui dépasse le simple sport mais qui est aussi sur la convivialité. Trop bien. Plus Archie, évidemment, pour t'accompagner, tout ce qui est design d'espace, voilà, Gwenaëlle. Donc voilà, tout ça sur les frais de démarrage. T'as une double activité, sport et restauration. Ouais. Donc ça, pareil, d'un point de vue purement business, diversifié, on sait que c'est gagné sur le long terme, mais au début, c'est chaud. Ouais, et c'est même une triple activité. Ah ouais? Pour rappel du concept, on est sur un studio de sport, café, petite restauration, et salle de soins, salle de pratique en location à des praticiens de santé. Il y a les 3 espaces dans le lieu, 60 mètres carrés, et chaque espace est vraiment dédié. Et ça représente quelle proportion de ton chiffre d'affaires, les 3? En gros, le gros du projet, c'est quand même la partie sport, c'est 75% du chiffre d'affaires. Ouais. 15% sur la restauration et le café, et 10% sur tout ce qui est location événementielle et location par les praticiens. Alors, ce qui est intéressant quand même, c'est que ton 15%, ça a l'air d'être pipi de chat, et on se dit, bah, pourquoi elle fait du café, Marion? Parce que c'est chiant, elle devrait se concentrer sur le sport. Mais en fait, c'est ton levier d'acquisition aussi pour les sports. Parce qu'ils rentrent prendre un café, et puis après... C'est ça. C'est un peu ma vitrine. Les gens rentrent par le café. Trop mal. C'est ce que tu vois de l'extérieur. Donc, tu as des gens qui viennent juste boire un café ou juste déjeuner le midi et qui tendent les yeux comme ça, qui voient studio de sport et ils disent « Ah, bah, d'accord, on peut en plus faire du sport », qui entendent parfois des coups, genre faire de la boxe, voilà, ça les intrigue. Donc, non, c'est un super levier d'acquisition et c'est évidemment un confort et surtout un lieu dans lequel on se retrouve et de fidélisation du coup de mes clients sport aussi. Donc c'est dans les deux sens. Alors pour finir sur les chiffres quand même, ça te coûte combien en frais fixes par mois? Parce que ça, c'est un peu le côté stressant, je trouve aussi, d'avoir un vrai business. Parce que moi, demain, si je veux, je coupe tous mes logiciels. Et puis, bon, bah voilà, tu vois, si je suis en arrêt maladie ou je sais pas quoi. Toi, ça te coûte combien? Bah non, sauf que là, tu as de l'eau chaude avec des douches, tu as de l'électricité beaucoup. Il fait froid. Tu mets l'eau chaude? Ouais. Tu as... Pas bon pour le mal. Loyer. Non, ouais, c'est vrai. C'est bien les douches glacées. Prenez des douches froides. Non, tu as beaucoup de charges fixes, tu as quelques charges variables, mais globalement, tu as, on va dire, entre 12 et 15 000 €, on va dire au démarrage, 12 000 € de charges mensuelles qu'il faut réussir à couvrir. Ensuite, tu as les emprunts, on a pris tout à l'heure, voilà, tu as à peu près 3 000 €. T'as, en plus? Ouais, en plus. Si tenté, alors aujourd'hui, j'ai le salaire de William, pour l'instant, j'ai pas le mien, mais ce que j'avais prévu dans mon BP, un salaire, c'est chargé. Donc ça va très vite. C'est parce que tu peux vite arriver à 6 000 € par mois voilà, de charges salariales. Globalement, sincèrement, par mois, tu es entre 20 et 25 000 € de dépenses. Ok, minimum. Et comment ça se passe les premiers mois d'ouverture? C'est à partir de quand que tu espères être rentable? Parce que je crois que c'est pas au début, c'est pas possible. Tout ce que tu as comme frais, c'est quoi le point de break-even? En gros, c'est pas possible parce qu'au démarrage, en fait, ce qu'il te faut, c'est du remplissage sur tes cours. 75% de mon chiffre d'affaires, c'est le sport. Le café, ça tourne plutôt bien. Dès le début, ça a bien pris, mais c'était seulement, entre guillemets, c'est déjà ça, mais 15% du chiffre.
mais tout le reste, c'est sur le sport. Ton remplissage, c'est le nerf de la guerre. Évidemment, pour ouvrir, moi, en tout cas, la stratégie que j'ai adoptée, c'est d'avoir beaucoup de créneaux pour voir ensuite, essayer d'ajuster. En fait, là, je fais un jeu de puzzle, d'autres casquettes encore, mais c'est vraiment du Tetris, où j'ai mis beaucoup de cours, voir ce qui spontanément prenait le plus que d'autres. Sauf que j'ai eu plusieurs cours qui étaient évidemment pas remplis, voire très peu à 1 ou 2 personnes. Tu peux pas casser la dynamique en annulant tous les cours remplis à 1 personne les 3 premiers mois, sinon les gens vont se dire: «Bon, c'est sympa, mais ça marche pas très bien». Du coup, évidemment, je rémunère les coachs aussi, donc ça, c'est aussi une charge assez importante. On va dire que c'est à peu près 3 000 € par mois, les coachs. Donc évidemment, au début, c'est compliqué. J'ai pris un petit peu de retard, par rapport à ce que j'avais estimé. Ça, c'est l'expérience. Maintenant, je saurais pour le deuxième boulder. Quand tu vas franchiser Boulder. Exactement. Le remplissage que j'espérais faire, ça y est, je le fais au 4e mois. Et tu es à combien aujourd'hui? Je suis à, on va dire, hormis janvier qui est un super mois et j'ai hâte de faire le bilan, mais j'ai mes premiers cours full, donc full à 100 %. Je vais vous mettre les screenshots, Sur là, les c'est attentes. trop intéressant là de Marion dans la newsletter. Mais à fin décembre, je suis à 40 % de remplissage, mais parce que j'avais beaucoup de créneaux. J'ai vachement rationalisé, j'ai réduit le nombre de créneaux en fin d'année. Donc ça, c'est sur le global. En fin d'année, j'ai doublé mon remplissage par rapport à l'ouverture en septembre, donc c'est déjà hyper positif. Et voilà, j'ai ce décalage de 4 mois qui fait que forcément, c'est 4 mois aussi de trésorerie qu'il faut aller chercher. D'accord. Mais là, ça y est, janvier, grosse période, tu le disais, il y a une saisonnalité. Septembre, c'en est une, mais j'étais sur ma période d'ouverture. Je l'ai pas raté, mais je pense que quand tu ouvres, je pense que ça met bien 6 mois pour décoller. Et là, je suis arrivée sur une deuxième grosse période. L'avantage d'ouvrir en septembre, c'est que janvier arrive rapidement, un peu avant les 6 mois, donc ce qui m'a permis de, avant 6 mois, là, faire un super mois. J'ai plus que doublé mon chiffre d'affaires sur le mois de janvier. Alors, j'ai aussi fait j'ai pas raté le coche, j'ai fait des offres. Et oui, tu as changé ton pricing, tu as fait des offres promo et tout. Exactement, mais qui étaient hyper intéressantes pour les clients, mais pour moi aussi, j'ai essayé de les fidéliser. Je suis restée sur mes packs, mais j'ai offert des cours en plus pour qu'ils viennent plus plutôt qu'ils payent moins. Et voilà, mais ça leur permet d'avoir finalement des cours à tarifs intéressants. Et derrière, grâce à un super accompagnement et un super lieu, et l'idée, c'est que ils continuent à venir et ce ne soit pas juste des bonnes résolutions de journée. Bon, c'est trop bien. On pourrait faire tout un épisode entier, je pense, sur tous les KPI que tu suis. Mais on va revenir. On fera le point un peu plus tard. Là, t'es même pas encore aux 6 mois, même pas la mi-année, mais tu la sens comment l'année 2025, là, Marion? Pour moi, l'année 2025, ça va être vraiment l'année du développement. Je pense qu'on va, j'espère, avant l'été, atteindre justement ce niveau de rentabilité. Pas rater le coche du summer body. Il y a une 3e étape qui est dans l'année, qui est mai-juin pour tous les retardataires à qui se disent: «Mince, dans 2 mois, on est sur la plage». Voilà, et puis refaire une chouette rentrée de septembre. Peut-être faire en sorte que William puisse venir plus qu'en temps partiel pour me dégager encore plus de temps. D'aller chercher du chiffre d'affaires en dehors des murs. Ça, c'est un vrai levier aussi, tu vois. D'aller auprès des entreprises qui peuvent privatiser le lieu, mais que je peux accompagner aussi dans leurs locaux, que je peux emmener en dehors des murs, et voilà, essayer de trouver de nouveaux leviers de développement. Et puis pourquoi pas, moi là, ça y est, ça m'a donné envie. J'ai déjà envie je re-regarde des espaces, j'ai envie d'en ouvrir un deuxième. Je crois qu'on est picousés, même. Moi, je sens, là, Marion, pour toi, j'arrive à lire l'avenir. Tu sais, c'est une de mes compétences. Je sens que tu vas franchiser Boulder. Comme ça, tu pourras ouvrir plein de lieux et tu pourras avoir un peu de revenus dits passifs grâce à ce modèle de la franchise. Le jour où tu le fais, on refait un épisode parce que je cherche désespérément quelqu'un qui me raconte comment il a ouvert sa franchise et créé des revenus passifs grâce à ça. Marion, c'était un grand plaisir. Le dernier truc avec lequel on va se quitter, comment on peut t'aider à faire croître Boulder? Même si on n'est pas nantais, par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Il faut en parler, il faut partager, il faut venir à Nantes voir ses copains, parce qu'on a tous des potes qui vivent à Nantes, c'est sûr, et venir faire un cours de boxe ou de cross-training ou de yoga, et ensuite rester boire un café et on discutera et je pourrai vous raconter toutes les petites anecdotes avec plaisir. Merci beaucoup pour ton témoignage solopreneur de la vraie vie, c'était trop cool. Merci à toi. Et puis longue vie à toi et à Boulder. Ouais, tout le monde. Et bon cours de boxe.